y a plein de choses qu'on va aborder effectivement quand on va évoquer l'entretien. Notamment, effectivement, ces questions de cadre qui vont aussi voilà, nous protéger, la question des silences, de l'écoute active, de la posture. Ça reste effectivement un outil professionnel, on est bien d'accord. Du coup, l'entretien, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire un petit focus sur le mot et s'intéresser à l'évolution du mot. Donc le mot entretien vient du verbe entretenir, qui est composé de entre et de tenir, et qui signifie se soutenir mutuellement. Et là, on est au XIIe siècle. Aujourd'hui, il est intéressant de noter que l'entretien, donc notre outil professionnel, n'arrive qu'à la 4e entrée dans le dictionnaire. Il est dans le dictionnaire en première instance la maintenance, la réparation, l'action de conserver en bon état, de maintenir en bon état. Et c'est vrai que si on y réfléchit un petit peu, notre entretien pro, celui qu'on a avec les élèves, c'est un outil aussi qui tend à maintenir le lien, à éviter une rupture, à comprendre et à trouver des solutions. Donc l'entretien d'écoute. Je crois que tu voulais me dire. Non. Ok. Du coup, l'entretien d'écoute, donc c'est notre outil professionnel. Il consiste à utiliser le questionnement pour préciser les choses, pour encourager à continuer à s'exprimer. Par exemple, on peut dire oui et puis. Et la reformulation, donc le questionnement et la reformulation. Avec la reformulation, on s'assure qu'on a bien compris ce que l'élève veut nous dire et on lui montre qu'on est attentif à ce qu'il nous dit. En verbalisant et en faisant verbaliser l'élève, on lui montre qu'on souhaite le comprendre et l'encourager. Donc, on adopte une posture qui est bienveillante, empathique et sans jugement. On laisse l'élève le temps de s'exprimer, le temps d'exprimer ses ressentis. On laisse les temps de silence aussi pour que lui puisse prendre conscience de ce qu'il a envie de nous dire et de ce qu'il ressent au moment où il est en train de nous parler. Alors, la technique de l'entretien. Donc, la technique de l'entretien, elle est très rigoureuse, mais néanmoins, contrairement à ce qu'on peut voir sur ce Geniali et ce qu'on est censé mettre en place, cette méthode peut être quand même mise très très à mal parce que l'entretien n'est pas un outil qui est purement professionnel. C'est toute la difficulté de l'entretien, c'est qu'une même réalité, des révélations identiques peuvent donner lieu à des interprétations qui sont complètement différentes. Moi, je pourrais avoir un entretien avec le même élève sur la même problématique avec Jenny et avoir pas du tout le même ressenti. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'on est quand même assez raccord, mais ça pourrait. Mais ça pourrait, et ça m'est déjà arrivé avec d'autres collègues de pas envisager les choses de la même manière. On peut avoir des positionnements professionnels qui sont complètement distincts, voire parfois radicalement opposés. On a une subjectivité qui est différente, notre éducation, nos expériences, nos parcours de vie, nos personnalités, tout ça peut nous faire penser des éléments de danger complètement différents. C'est pour ça qu'on essaie de se tenir à une méthode rigoureuse, recevoir un élève avec un objectif préalable, donc on sait pourquoi on le reçoit, on sait qu'on va le recevoir par exemple pour identifier les problématiques liées à telle ou telle difficulté. On annonce les objectifs à l'élève pour que lui sache également pourquoi il est présent et que ça ne lui tombe pas sur le coin du nez et qu'on n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc, on lui explique pourquoi il est là. Et on lui dit à la fin de l'entretien ce qu'on pourrait attendre de lui. Par exemple, pendant une semaine, on aimerait que la prochaine fois, tu fasses telle et telle chose. Et quand on se revoit, on se dit si par exemple, tes absences ont chuté, si ça va mieux, si tu es plus présent, etc. Et on fait un bilan de l'entretien en se disant ce qu'on doit faire pour la prochaine fois.
Donc, cette méthode-là, cette rigueur, elle passe aussi par la loi, mais on en parlera après. Et tout ça, ça doit tendre à l'objectivité puisque l'entretien peut être assez subjectif. Au niveau du cadre, la confidentialité, c'est important de préciser quand même aux jeunes que effectivement, ce qu'il va nous partager va rester confidentiel, à moins qu'il y ait un risque imminent pour sa santé ou celle des autres. Et voilà, au moins on est transparent en disant que cette confidentialité a quand même ses limites. Et c'est aussi ça qui va permettre de le mettre en confiance. On s'assure d'être dans un endroit, alors c'est pas toujours évident, on le sait, hein, mais dans un endroit plutôt calme, où en fait il va se sentir en sécurité et où l'entretien ne va pas être interrompu. La durée, effectivement, elle peut varier de ces entretiens. On est généralement sur des entretiens de 30-45 minutes. Après, encore une fois, tout dépend de l'objectif au départ. La base du volontariat, donc il faut quand même que l'adolescent se sente libre de participer à cet entretien et qu'on puisse respecter s'il ne souhaite pas parler. C'est important de respecter ce choix et de ne pas forcer la communication, voire de proposer peut-être un autre temps pour le recevoir, peut-être dans de meilleures conditions, dispositions. En tout cas, lui laisser cette liberté. Alors, au niveau des attitudes à favoriser, hein, on est bien d'accord qu'on tend vers cet idéal d'être plutôt, effectivement, d'être dans une écoute active, montrer vraiment qu'on écoute. Alors, en hochant la tête, en utilisant des interjections positives, je vois, je comprends, pour l'encourager à continuer, être dans la neutralité, le non-jugement. Voilà, il faut vraiment que l'adolescent se sente compris et pas jugé. Donc, essayer d'adopter une posture qui soit la plus neutre possible, en évitant, alors de donner des conseils. On peut, mais pas trop non plus, que ce soit pas apporter que des conseils ou en tous les cas faire attention au jugement de valeur. L'entretien peut-il être subjectif ? Alors, il peut l'être parce que on a tous des personnalités différentes et donc on peut recevoir le propos de l'élève de manière différente. Par exemple, on peut penser des éléments de danger de manière différente. Moi, j'ai des collègues qui font des IP à des moments où moi, j'en ferai pas, et inversement. Donc, c'est là aussi où on va l'aborder tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est là aussi où pouvoir prendre conseil si, justement, moi, j'ai l'impression que ces révélations nécessiteraient une IP, mais je suis pas très sûre de moi, de pouvoir justement partager ça avec toi, avoir ton avis, en discuter, ouais. Puis voir ce que dit la loi. C'est ça. Ça nous aide à être plus objectif. Cadre. Donc, être dans l'empathie. Alors, après, voilà, il y a des choses qui vont vous paraître vraiment d'être du bon sens, mais ça nous semblait important de pouvoir les évoquer. Effectivement, se mettre à la place pour mieux comprendre ce qu'il ressent, mais attention quand même. On essaye de comprendre les émotions de l'adolescent, de valider ses sentiments, mais on va juste voir, attention quand même à pas être trop, à pas être dans l'émotion non plus. On est attentif aussi, on l'a vu, il y a le langage verbal et puis il y a le langage corporel non verbal qui aussi parfois nous amène à comprendre, à un peu mieux comprendre une situation, à favoriser des questions plutôt ouvertes. À encourager effectivement l'adolescent à s'exprimer, à aller un petit peu plus loin, à rebondir, mais toujours avec des questions plutôt ouvertes et ne pas avoir peur des silences. C'est un mot qui est ressorti tout à l'heure quand on a abordé l'entretien. Il ne faut pas avoir peur des silences qui permettent effectivement, et d'ailleurs tu l'as abordé aussi, non ? Oui, il me semble. Il y a des temps de silence, souvent. C'est ça. Et de se dire, c'est pas grave, on n'est pas obligé de remplir et au contraire, ça laisse le temps
aussi à l'adolescent de penser un petit peu ce qu'il a envie de dire. Sur les postures à privilégier. Alors, donc, c'est du bon sens également, mais on le dit quand même. Donc, la bienveillance, on est disponible pour l'élève, on lui montre qu'on est là pour l'aider et pas pour contrôler ou le punir. Notre bienveillance passe par plusieurs choses, dont le ton de notre voix, nos gestes, notre langage corporel. Être authentique, on doit être sincère dans notre approche avec lui, parce que l'adolescent perçoit rapidement le manque d'authenticité et il peut se fermer si il voit qu'on est manipulateur ou qu'on est superficiel. On essaye de ne pas être parasité par d'autres pensées. On essaie de ne pas lui montrer que le temps d'écoute est beaucoup trop long, qu'on a d'autres choses à faire après. On essaie de ne pas s'impatienter. On est là, on écoute et on est avec lui, même si parfois c'est compliqué parce que c'est long, effectivement. Et l'ouverture d'esprit. Alors, dans le sens où on doit être prêt à entendre des choses qui peuvent être difficiles ou contraires à nos valeurs. L'objectif est de comprendre l'adolescent et pas de le changer ou de le faire changer d'avis. On ne doit pas être dans le jugement, évidemment, ça c'est primordial, parce que sinon l'adolescent va complètement se refermer et on n'arrivera plus du tout à avoir sa confiance et à réussir à ce qu'il se confie. Voilà, alors les procédures de relance. Alors, la reformulation, elle sert à s'assurer qu'on a bien compris ce que l'élève veut nous dire. Moi, il m'arrive souvent de dire, alors si j'ai bien compris, tu m'as dit que, et il m'arrive souvent d'avoir comme réponse, non, pas du tout. Voilà, donc on leur demande de reformuler, donc c'est valable pour les élèves et pour les familles d'ailleurs. On propose une interprétation pour clarifier les propos. Donc, quand tu me dis ça, est-ce que tu veux dire que? On essaie de comprendre l'attitude du jeune, de mettre en lumière les non-dits, c'est-à-dire qu'on est attentif au regard, aux gestes, aux tics de l'élève. Ça peut aider à comprendre les émotions qui accompagnent les propos. On limite les digressions, on recadre l'entretien, on s'en tient aux objectifs, on essaie de structurer le discours pour ne pas partir dans tous les sens. On demande des informations complémentaires, encore une fois, pour l'encourager à s'exprimer. On peut poser des questions, par exemple, comme oui, et puis, qu'est-ce que tu entends par là, etc. On demande des éclaircissements, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un peu comme la reformulation. Et on peut, mais alors avec beaucoup de tact, le mot est apparu tout à l'heure, et avec beaucoup de respect et de précaution, on peut le mettre face à des contradictions. Par exemple, on peut lui dire, tout à l'heure tu m'as dit que, maintenant tu me dis que, tu vois bien que ça ne va pas ensemble, qu'est-ce que tu as voulu dire? Voilà, mais il faut y aller vraiment avec beaucoup de douceur. Encore une fois, il ne faut pas du tout le braquer. Alors, les limites de l'entretien, si effectivement l'adolescent exprime une détresse qui va être profonde, des idées suicidaires ou qui va évoquer de la violence, c'est vraiment très important de ne pas porter ça tout seul et de pouvoir partager, interpeller le pôle médico-psychosocial et de pouvoir rediriger en fait vers des personnels et des professionnels qui vont être qualifiés pour prendre le relais. Alors, ne pas promettre l'impossible, là, effectivement, l'idée, c'est d'être vigilant et de ne pas faire de promesses qu'on ne pourrait pas tenir, comme garantir de pouvoir trouver une solution rapide à un problème. Voilà, on est vraiment le plus honnête possible sur ce qu'on va pouvoir faire et sur ce que l'on va faire. Maintenir la bonne distance, la distance professionnelle, effectivement, on va établir une relation de confiance. C'est pas pour autant qu'il faut qu'il y ait trop de proximité et qu'on va devenir l'ami de l'adolescent.
Voilà, cette distance professionnelle, elle permet effectivement de préserver l'efficacité de l'entretien et puis de se préserver aussi, préserver l'adolescent, mais se préserver aussi soi. C'est vraiment primordial.